Il y a une menace silencieuse, invisible, qui pèse sur ce qu'on a de plus précieux, notre potentiel cognitif et surtout celui des générations futures. Et cette menace, eh bien, elle est partout autour de nous, dans notre quotidien. On va explorer ensemble cette réalité qui, franchement, est assez préoccupante. Pour commencer, un chiffre qui donne le tournis. Aujourd'hui, dans certaines régions, les troubles du spectre autistique touchent un enfant sur 45. C'est une augmentation absolument exponentielle quand on pense qu'il y a quelques décennies à peine, on parlait de 1 sur 5000. Et ce n'est pas tout. En parallèle, d'autres recherches, comme celle menée par Woodley et ses collègues, suggèrent un déclin cognitif vraiment significatif. En analysant les temps de réaction, ils estiment une baisse de l'intelligence générale, ce que les scientifiques appellent le facteur G, qui équivaut à une perte de 14 points de QI depuis l'ère victorienne. C'est énorme! Forcément, face à des constats pareils, on se sent en quête de réponses, on cherche à comprendre et surtout à agir. C'est justement la mission de la newsletter Corps Centenaire. Chaque semaine, on y partage des stratégies basées sur la science pour celles et ceux qui veulent reprendre le pouvoir sur leur santé. C'est une ressource précieuse pour naviguer dans toutes ces questions complexes. Alors, entrons dans le vif du sujet avec cette crise silencieuse. Au-delà des chiffres, quelle est l'ampleur réelle du problème qui touche le développement neurologique de nos enfants ? Regardez la forme de cette courbe, elle est alarmante. On ne parle pas d'une petite augmentation linéaire, mais bien d'une explosion des diagnostics de troubles du spectre autistique et de TDAH. C'est une tendance qui est si rapide, si brutale, qu'on ne peut pas juste l'expliquer par une meilleure détection ou des changements de critères. Non, il y a forcément autre chose qui se passe. Et ça nous amène à la deuxième partie, la controverse. Face à une crise d'une telle magnitude, la question est inévitable. Pourquoi ce sujet n'est-il pas une priorité absolue de santé publique ? Pourquoi ça ne fait pas la une des journaux tous les jours ? La réponse est complexe. Elle se cache au cœur d'un débat scientifique qui oppose deux grandes théories et qui, bien souvent, finit par semer la confusion. D'un côté, on a une théorie assez controversée qu'on appelle dysgéniste. Elle suggère que tout ça serait dû à des causes génétiques. L'idée, en gros, c'est que des changements dans la reproduction entre différents groupes sociaux viendraient modifier le patrimoine génétique global. Et de l'autre côté, on a une hypothèse bien plus documentée, l'impact de notre environnement, et plus particulièrement notre exposition qui ne cesse de grandir à un cocktail de substances chimiques. Le point crucial à comprendre ici, c'est que cette controverse n'est pas toujours innocente. Créer le doute, c'est une vieille tactique très bien rodée. Elle a été utilisée par le passé par les industries du tabac, du plomb, de l'amiante, tout ça pour retarder les réglementations. En montrant que les scientifiques ne sont pas d'accord, on paralyse complètement l'action politique. C'est très efficace. Parlons-en justement de ce fameux cocktail toxique. Si l'environnement est le suspect numéro 1, de quoi parle-t-on concrètement ? À quoi sommes-nous exposés chaque jour ? Le principal suspect, c'est une grande famille de molécules qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances chimiques de synthèse qui viennent imiter, bloquer ou modifier l'action de nos propres hormones. En gros, elles sèment le chaos dans notre système de communication interne. Et leur impact est particulièrement dévastateur pendant les périodes critiques du développement, comme la grossesse par exemple. Et attention, ces perturbateurs, ce n'est pas une seule substance, mais bien de multiples familles chimiques. On y trouve par exemple les pesticides organophosphorés de l'agriculture intensive, les phtalates qui rendent nos plastiques tout mous, les PCB qui eux restent des décennies dans l'environnement, ou encore les retardateurs de flamme qu'on intègre dans nos meubles et nos appareils électroniques. Bref, ils sont absolument partout. Concrètement, où est-ce qu'ils se cachent ? D'abord dans notre assiette. Les pesticides, on les retrouve sur les fruits et légumes qui ne sont pas bio. Les phtalates et le bisphénol A, eux, ils migrent des emballages plastiques de l'intérieur des boîtes de conserve et des contenants alimentaires directement vers la nourriture qu'on va manger. Ils sont aussi dans notre salle de bain. Phtalates, parabènes, triclosan. Ces noms un peu barbares se retrouvent dans la liste d'ingrédients de plein de shampoings, de crèmes, de savons, de déodorants. Et notre peau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas du tout une barrière infaillible. Elle absorbe. Et là, c'est peut-être le plus surprenant. On les retrouve dans la poussière même de nos maisons. Oui, les retardateurs de flamme et les phtalates se libèrent petit à petit de nos meubles, de nos moquettes, de nos appareils électroniques et ils se mélangent à la poussière ambiante, poussière qu'on finit inévitablement par respirer. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, je l'admets. Mais ce n'est pas une fatalité, loin de là. Il existe des solutions. Voyons maintenant comment on peut reprendre le pouvoir à notre échelle et aussi collectivement. Pour agir, il faut d'abord comprendre comment ça marche. Le mécanisme est en fait assez direct. Beaucoup de ces perturbateurs endocriniens viennent interférer avec l'hormone thyroïdienne. Le problème, c'est que cette hormone est absolument essentielle au bon développement du cerveau du fœtus. C'est elle qui active les gènes responsables de la myélinisation, c'est la gaine qui entoure nos neurones et qui accélère l'influx nerveux. Donc, si la myélinisation est altérée, le temps de réaction est plus lent, l'efficacité des neurones est réduite et au final, le QI est diminué. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire chacun de notre côté ? Il y a des gestes simples et vraiment efficaces.
Premièrement, privilégier une alimentation biologique pour fuir les pesticides. Deuxièmement, remplacer les contenants en plastique par du verre ou de l'inox. Troisièmement, filtrer l'eau du robinet. Et enfin, choisir des produits d'hygiène et des cosmétiques avec les compositions les plus simples et naturelles possibles. Vraiment, chaque geste compte. Mais l'action individuelle a ses limites, il faut être lucide. Le vrai changement doit être systémique. Et ça passe par le soutien aux organisations environnementales qui font un travail incroyable de veille et de plaidoyer. Et surtout, ça passe par l'exigence de réglementation beaucoup plus stricte, basée sur le principe de précaution pour protéger les plus vulnérables avant que les dommages ne soient irréversibles. On va se quitter sur cette citation de l'épidémiologiste Sir Austin Bradford Hill. Elle nous rappelle quelque chose de fondamental. Même si la science est une œuvre toujours en cours, on en sait aujourd'hui largement assez pour agir. L'inaction n'est tout simplement plus une option si on veut préserver notre intelligence collective. La vraie question n'est plus « faut-il agir ?», mais bien « comment agir plus vite et plus fort ?»